Dans toute l'histoire de l'économie sociale et solidaire en France, c'est la première fois que 3 candidats se présentent à la tête d'ESS France, l'instance qui fédère les 5 familles de l'économie sociale et solidaire, qui portent leur plaidoyer politique et qui coordonne tous les territoires, notamment sur tous les territoires, le mois de l'économie sociale et solidaire en France. 3 candidats donc pour succéder à Jérôme Sadier, le président sortant. 3 candidats que nous avons tous invités sur Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, nous recevons Damien Baldin, qui est le 2e candidat à avoir répondu à notre invitation. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Vous êtes le directeur général de la fondation La France s'engage, la fondation créée par François Hollande pour accompagner et pour financer, avec des gros tickets parfois, des structures de l'innovation sociale en France. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être candidat à la tête de ESS France ? Bien justement parce qu'avec La France s'engage, depuis 4 ans, j'accompagne des centaines de femmes et d'hommes qui font l'économie sociale et solidaire sur le terrain. Je connais bien leur incroyable savoir-faire, je connais leurs besoins, leurs difficultés, et ce que j'entends régulièrement, c'est ce besoin d'être mieux entendu, mieux compris par l'État, par les collectivités territoriales, par les entreprises, par les autres organisations sociales et professionnelles. Bref, sur le terrain, j'entends régulièrement ce besoin d'action solidaire et ce besoin de transformation politique. Et je crois profondément que ESS France peut être le porte-voix de ces acteurs de terrain. Alors, quelle vision politique de l'ESS portez-vous ? L'économie sociale et solidaire, elle a en fait un socle idéologique très clair, c'est celui du socialisme libéral. C'est ce socialisme libéral qui est celui du 19e siècle, qui se propage en dehors de la doxa marxiste et qui consiste à affirmer que les citoyens, en dehors de l'État et en dehors des structures capitalistes classiques, peuvent s'organiser selon des modalités alternatives pour l'utilité sociale et pour l'intérêt général. Alors ça, c'est la façon dont vous le dites, mais tous les acteurs de l'ESS ne se revendiquent pas forcément socialistes libéraux. Mais parce que c'est une vieille doctrine qu'on a un tout petit peu oubliée historiquement. Et je pense que ce sont justement ces moments d'élection, ces moments où on réfléchit sur le sens de l'économie sociale et solidaire, où on réfléchit sur le récit économique que nous pouvons avoir à propos de la société-là, que justement on doit réfléchir sur ce qu'a été justement toute cette longue histoire d'un socialisme libéral, entendu non pas au sens de Tony Blair et la fin des années 90 ou des années 80, c'est cette idée justement d'un socialisme qui se pense en dehors du marxisme. Et je pense que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de se redire, tiens, qu'est-ce qu'ont écrit les grands auteurs du socialisme libéral et de pouvoir peut-être y puiser une autre forme de récit économique, une forme de troisième voie entre une économie étatiste, socialiste étatiste, et une économie néolibérale. Alors quel est le récit que vous voulez raconter avec ESS France ? Ce récit-là, pour moi, c'est un récit d'ouverture, un récit d'autonomie et un récit d'action. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, c'est quoi l'ouverture ? Commençons par l'ouverture. L'ouverture, c'est l'économie sociale et solidaire. Elle se nourrit de l'action des citoyens organisés en association, en mutuelle, en entreprise. Et elles ont cette capacité-là de dire toutes les libertés des Françaises et des Français qui souhaitent entreprendre. Mais qui souhaitent entreprendre dans une modalité un peu alternative, dans une modalité où on est une structure économique, où on s'engage dans une structure économique, mais que cette structure-là économique, elle est soit dédiée à l'intérêt général, soit elle a une profonde forme d'utilité sociale et de coopération démocratique et de partage démocratique des richesses. Et donc, c'est absolument essentiel pour moi de rappeler que cette économie sociale et solidaire, c'est aussi une économie de l'autonomie, c'est-à-dire que... C'est votre deuxième point, l'autonomie. L'autonomie, c'est cette dimension de pouvoir se réunir ensemble autour de structures non conventionnelles et qui donnent du sens et de l'utilité sociale à l'action économique. Qu'est-ce que vous appelez une des structures non conventionnelles ?
C'est-à-dire des structures qui ne relèvent pas de l'économie de marché classique. Qui ne sont pas des entreprises, du coup. Et l'action, c'est le troisième point que vous avez inclus dans votre phrase d'introduction sur, sur ce récit que vous voulez raconter. Sans l'action concrète, les valeurs et les idées ne disent rien. Et l'économie sociale et solidaire a besoin d'action parce qu'elle est une action au quotidien. Et quand je dis ça pour ESS France, c'est cette idée que ESS France doit pouvoir rendre visible et lisible l'action des acteurs de terrain. Alors Damien Baldin, l'ESS va changer de visage. Est-ce qu'elle va aussi changer de discours au travers de ce que vous dites? Est-ce que vous vous inscrivez plutôt dans la continuité de ce qui a été fait et dit par Jérôme Sadier, ou est-ce que vous vous inscrivez dans une forme de rupture ou de tournant, sans vouloir parler de virage? D'abord, la présidence d'ESS France, c'est une présidence qui est forcément collective. Bien heureusement, le président d'ESS France n'est pas le président de la Ve République. L'économie sociale et solidaire, à la différence de la vie politique en France aujourd'hui, à droite comme à gauche, elle tient à distance la personnalisation du pouvoir. Et que donc, être président d'ESS France, c'est avoir un projet de présidence partagé et collective, où l'incarnation également l'est. Et donc, évidemment qu'on s'inscrit toujours dans une histoire, que Jérôme Sadier a fait un travail formidable, ainsi que tout le conseil d'administration, il ne faut pas l'oublier. Je pense notamment à l'intégration et au travail désormais main dans la main avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, et que le travail qui a été mené depuis 10 ans est un travail qui justement nous permet aujourd'hui, en 2024, de pouvoir aller plus loin. Alors Damien Baldin, à l'origine, vous êtes professeur d'histoire. Petite parenthèse sur votre parcours. Mais vous avez bien compris dans mes explications sur l'économie sociale et solidaire. Oui, absolument. Donc voilà, ça ne vient pas de nulle part. Vous avez aussi enseigné, vous avez notamment enseigné en zone d'éducation prioritaire. C'est intéressant. Et puis vous avez travaillé au ministère de la Défense comme responsable des politiques mémorielles. Donc là, dans votre parcours, vous vous rapprochez de la sphère politique jusqu'en juin 2017. L'arrivée d'Emmanuel Macron, et là, il y a un tournant. Vous partez diriger une association, le choix de l'école. Et pour finir, c'est en 2020, en plein Covid, que vous devenez directeur général de la Fondation La France s'engage, présidée par François Hollande. Et on sent dans votre discours toutes ces petites piques politiques ou ces indications, cette orientation politique en tous les cas dans votre discours. Est-ce qu'avec vous, le plaidoyer de ESS France va devenir beaucoup plus politique? L'économie sociale et solidaire est une économie politique. Vous avez une lecture très, très électorale de mon parcours et qui n'est pas uniquement rythmée. Vous nous parlez de troisième voie, vous nous parlez des élections, bien sûr. Par les élections. Mais bien sûr que c'est une économie politique. Ce n'est pas une économie qui fait de la politique politicienne, par contre. Mais dans un contexte où nos jeunes démocraties sociales et libérales, qui sont nés, il faut le rappeler, avec et par l'économie sociale et solidaire. Entre notre démocratie sociale libérale et l'économie sociale et solidaire, il y a une histoire commune et elles se pensent ensemble et elles agissent ensemble. Et aujourd'hui, quand justement ces démocraties sont menacées par des forces illibérales, autoritaires et réactionnaires, alors oui, évidemment, il est de la responsabilité de l'économie sociale et solidaire parce qu'elle est sui generis une économie de la démocratie et de la justice sociale et qu'aujourd'hui, la démocratie et la justice sociale sont menacées par des forces intérieures et extérieures. Alors, quels sont les grands combats que vous voulez mener? Des combats, je ne sais pas s'il faut réemployer ce vocabulaire guerrier qui est assez tentant, mais dont, je pense, il faut nous méfier collectivement, et moi le premier. On pourrait dire les grands chantiers à ouvrir. Les grands chantiers coopératifs, collaboratifs à ouvrir. J'en ai identifié 5, dont il faudra discuter collégialement. Le premier, c'est le chantier du financement. Vous le savez, tous les jours, un des enjeux de l'économie sociale et solidaire, et sans doute même le principal, c'est celui du financement. Et que je pense que ESS France
peut rentrer dans un dialogue systématique avec les banques publiques, avec les banques privées, pour faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit beaucoup plus financée et aussi accompagnée par le système bancaire et par des fonds d'investissement. Donc sur ce point, vous êtes assez d'accord avec Maxime Baduel, le délégué ministériel à l'ESS, qui dit oui, il faut que les banques publiques et BPI France en particulier soient vraiment là pour soutenir l'ESS. Sur la question du financement, il y a la question des investissements, mais il y a aussi la question des subventions publiques, que ce soit celles de l'Union européenne, de l'État et des collectivités territoriales. Et là aussi, cela signifie rentrer dans un dialogue avec toutes ces parties prenantes pour avoir des dispositifs de subvention publique qui soient à la fois transparents et ambitieux. Parce que l'État a aussi une responsabilité, notamment dans le financement des associations qui doivent, pour des raisons démocratiques, continuer à pouvoir compter sur des subventions publiques pour leur fonctionnement et pas uniquement pour leur projet. C'est ça, j'allais dire, à quelles conditions? Parce qu'aujourd'hui, le mode de subvention fonctionne par appel d'offres et donc par mise en concurrence des associations entre elles sur des orientations de politique publique qui sont déjà fléchées à l'avance. C'est la raison pour laquelle il faut réaffirmer, et nous le faisons par exemple à La France Engage. La France Engage, c'est un soutien financier aux associations qui va au fonctionnement des associations. Parce que la réalité du terrain, c'est que une association, pour pouvoir grandir, elle a besoin de pouvoir recruter, elle a besoin d'avoir une masse salariale importante, et qu'il est des responsabilités des fondations également, qui sont des grandes financeurs des associations, mais aussi de l'État et des collectivités territoriales, de rappeler que par un souci d'efficacité d'action, mais aussi par un souci de démocratie, il faut maintenir et accroître ces subventions publiques non fléchées. Donc le financement, premier chantier. Deuxième chantier. Deuxième chantier, c'est celui, pour moi, de pouvoir continuer à déployer une culture de l'économie sociale et solidaire en dehors de l'ESS. Il faut faire en sorte, demain, que les étudiants dans des filières de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans les BTS, puissent être beaucoup plus sensibilisés et formés à l'économie sociale et solidaire. Il faut que les fonctionnaires publics soient aussi beaucoup plus formés à l'économie sociale et solidaire. Pour moi, c'est un enjeu fondamental que celui de la formation des jeunes générations, notamment, et de ceux qui sont nos alliés sur le terrain, au nom de l'intérêt général, les fonctionnaires. Sans oublier évidemment les médias qui sont un relais essentiel pour faire connaître et valoriser, rendre une fois encore visible et lisible l'économie sociale et solidaire. Alors qu'aujourd'hui, dans les médias, l'enjeu climatique, je crois qu'on a compris en regardant le bulletin météo que c'était devenu quelque chose d'important. Donc il faut aussi valoriser l'ESS dans les journaux télévisés probablement. Ça, c'est évident et on s'y emploie, je pense, tous collectivement. On a échangé tout à l'heure, du chemin a été parcouru dans les médias. Mais là aussi, c'est une mission de l'ESS France que de mettre en place une stratégie globale médiatique pour faire en sorte que les médias, les journalistes, les influenceurs d'opinion puissent être des relais beaucoup plus efficaces de nos actions. Troisième chantier, c'est celui de la mise en œuvre de filières d'excellence de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Sur des enjeux à définir ensemble, collectivement, mais nous devons être en capacité de pouvoir démontrer auprès des pouvoirs publics, auprès de l'économie conventionnelle, que sur des territoires précis, sur des besoins de société majeurs, je pense au bien vieillir, je pense à la petite enfance, nous devons être en capacité de démontrer rapidement que nous avons des résultats positifs, que nous savons faire, que nous savons répondre à la fois avec efficacité et justice sociale à des enjeux majeurs de demain. Et j'en rajouterai deux qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est la question de l'intelligence artificielle. L'économie sociale et solidaire ne peut pas passer à côté de cette révolution-là. Pourquoi ? Nous devons nous en saisir. Nous devons nous en saisir. Nous ne devons pas résister. Nous devons travailler à être des modèles de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Nous devons être à la pointe d'une intelligence artificielle qui est au service des femmes et des hommes et qui est au service notamment des plus vulnérables et au service de tous les enjeux
sociaux. Et le dernier point, qui est aussi en lien avec le précédent, c'est celui de l'égalité femmes-hommes et de la diversité sociale. Aujourd'hui, les instances de gouvernance de l'ESS, les incarnations du pouvoir de l'ESS ne représentent pas la réalité de la diversité de la société française, et même plus, ils ne représentent pas la réalité de celles et ceux qui, aujourd'hui, sur le terrain, font l'économie sociale et solidaire. Nous avons collectivement du chemin à faire, mais c'est pour moi un enjeu précis, quantifiable, que nous devons avoir ensemble. Et précisément, Damien Baldin, il y a beaucoup de femmes talentueuses dans l'économie sociale et solidaire. Aucune n'est candidate à la présidence de ESS France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Une de mes premières propositions, ce sera justement de proposer une coprésidence à ESS France. Que vous mettrez en place, j'imagine, en réformant un peu les statuts, ça ne peut pas se faire tout de suite ? Si, vous le feriez immédiatement ? Alors, une fois encore, heureusement que le président, c'est le principe même d'une structure comme celle de ESS France, qui est une association, ce n'est pas un président qui décide seul. Il y a un bureau, il y a un conseil d'administration, il y a une assemblée générale, il y a des statuts. Mais je souhaite mettre très rapidement à la discussion la possibilité et de réaliser très rapidement la mise en place d'une coprésidence. Vous avez donc déjà une coprésidente en tête ? Non, je n'ai pas de coprésidente en tête. Ce que je pense essentiel, c'est que, évidemment, non seulement ça doit être une femme, mais qu'elle doit aussi représenter la diversité territoriale de l'association ESS France. Alors Damien Baldin, parmi les 3 candidats, vous êtes un petit peu perçu aujourd'hui comme le représentant des fondations, puisque vous dirigez la fondation La France s'engage. Il y a d'autres candidats qui représentent le mutualisme, le monde associatif. Voilà. Bon, vous représentez plutôt les fondations qui sont souvent à la frontière entre l'économie sociale et solidaire et les entreprises. Quelle est votre vision des partenariats entre l'ESS et l'économie classique ? Alors, d'abord, les fondations ne sont pas des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des fondations. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a des entreprises de l'ESS qui sont beaucoup plus des entreprises que les fondations. Et c'est un point important pour répondre à votre question. Ce qui est important, c'est toujours de savoir d'où on parle et avec qui on parle. Et du moment où vous êtes très clair sur ce que vous êtes, sur la structure que vous représentez et que vous incarnez, et que l'autre partenaire l'est aussi, on peut tout faire. Il s'agit de contractualiser. Et le contrat, c'est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est que des femmes et des hommes qui s'engagent dans l'économie sociale et solidaire ? Ce sont des hommes et des femmes qui, librement, contractualisent ensemble autour d'un objectif commun. Donc, la question que vous me posez par rapport aux entreprises, il faut la poser avec les syndicats des travailleurs, il faut la poser avec d'autres collectifs, comme aussi il faut la poser avec les entreprises conventionnelles. Mais nous avons besoin que l'ESS puisse se développer en dehors de l'économie sociale et solidaire. Nous avons besoin que les entreprises conventionnelles classiques se rapprochent de l'économie sociale et solidaire, et notamment qu'elles puissent avoir une politique d'achat qui soit alignée avec l'économie sociale et solidaire. On a besoin que ces entreprises-là puissent employer de plus en plus de personnes en insertion, et notamment celles et ceux qui sont dans les entreprises d'insertion de l'économie sociale et solidaire. Nous avons aussi besoin que ces entreprises créent plus de fondations, plus de fonds de dotation, et qu'elles mettent en place une politique de mécénat dédiée à l'intérêt général encore plus puissant. Donc vous le voyez, dans toutes ces dimensions-là et au service de l'économie sociale et solidaire, nous avons besoin de contractualiser avec les entreprises conventionnelles ou leurs organismes représentatifs. Alors ça, c'est pour les relations entre l'ESS et les entreprises. Venons-en aux relations entre l'ESS et l'État. Quelle est votre vision de la relation entre les structures de l'ESS et l'État, et en particulier les associations et l'État, les associations qui se disent aujourd'hui très maltraitées
en réalité, par le gouvernement actuel. Ça fait quelques jours à peine, il a fallu attendre 2 mois après la nomination du gouvernement Attal pour qu'on ait une ministre officiellement chargée de la vie associative. Donc voilà, il y a un manque de considération dont se plaignent aujourd'hui les associations. Revenons à ce que nous Je disions. rappelle juste que les associations représentent 80% des structures de l'ESS. Revenons justement à ce que nous disions au tout début de l'interview. La force de l'économie sociale et solidaire, elle ne vient pas historiquement de l'État. Mais elle est liée à la démocratie. Et que donc avec l'État, il faut être dans des positions d'autonomie, et je reviens à cette question d'autonomie, une autonomie qui doit nous rendre plus forts dans les rapports de force nécessaires avec l'État, notamment sur la question des subventions pour les associations. Et que donc, il faut être dans cette juste distance entre faire en sorte que l'économie sociale et solidaire se renforce de ses relations avec les autres organisations de la société civile. Vous avez parlé des entreprises conventionnelles, mais il y a aussi les syndicats dont j'ai parlé. Il y a les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous devons nous fortifier pour avoir un meilleur rapport de force avec l'État. Pourquoi ? Parce que par contre, l'État a une responsabilité de pouvoir soutenir la vie démocratique. Et les associations, c'est un des fondamentaux de la vie démocratique. L'association, qu'est-ce que c'est ? La loi de 1901, elle est essentielle. Et Waldeck-Rousseau est sans doute un peu trop oublié dans le panthéon des grands hommes politiques. Elle est la garantie d'une liberté fondamentale. La liberté de s'associer avec d'autres citoyens. Et que donc, le rapport avec l'État, au-delà des enjeux un peu sectoriels que nous pourrions avoir avec lui, mais s'il y avait un enjeu essentiel dans ce dialogue-là, c'est celui du financement à travers les subventions publiques au fonctionnement des associations. C'est la participation de l'État librement à la vie démocratique des Françaises et des Français. Et ça, c'est une responsabilité qui dépasse très largement tous les clivages et qui est une responsabilité que tous les partis qui souhaitent gouverner de manière républicaine ne doivent pas oublier et aujourd'hui renforcer. Et que diminuer les subventions publiques aux associations, c'est de manière systématique miner la cohésion nationale et c'est miner la démocratie française. Nous avons aujourd'hui un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a annoncé un plan de réduction budgétaire, d'austérité, disent certains, de 10 milliards d'euros, qui va frapper un certain nombre de secteurs et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Demain, si vous êtes élu président de SS France, vous allez discuter avec Olivia Grégoire, la ministre en charge notamment de l'économie sociale et solidaire. Elle est à Bercy. Qu'est-ce que vous lui direz ? Ce qui m'intéresse dans ce dialogue avec l'État, c'est de mettre ESS France au centre d'autres ministères. À Bercy, et évidemment, et c'est notre premier interlocuteur. Mais ce qui va m'intéresser si je suis élu président de ESS France, c'est pas uniquement de parler avec Olivia Grégoire, c'est d'aller parler avec Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale. C'est d'aller discuter avec Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. C'est de manière systématique rappeler que l'économie sociale et solidaire est un allié, peut-être un allié fort, des politiques publiques qui apportent du progrès social. Et que donc, être à Bercy, c'est bien, et c'est évidemment essentiel, mais il faut que nous soyons dans chacun des ministères. On a parlé des associations, on a parlé des fondations, on n'a pas beaucoup parlé des coopératives, mais on peut en parler. Mais surtout, je voudrais en venir à la 5e branche, la 5e famille de l'économie sociale et solidaire, celle des entreprises d'utilité sociale qui sont agréées ESUS, qui pèsent peu en nombre, mais qui sont la famille la plus récente, au titre de la loi de 2014, dont on fête les 10 ans cette année. Est-ce qu'il faut faire évoluer l'agrément ESUS comme
le proposent un certain nombre d'acteurs de l'ESS, et comme le défend d'ailleurs Maxime Baduel, le délégué ministériel. Pardon. Pourquoi pas? Je n'ai là-dessus aucune prévention. Une fois encore, c'est une décision qui se discute en collectif. Mais j'aimerais rappeler que l'enjeu, il est aujourd'hui, au-delà des ajustements réglementaires, éventuellement législatifs, de rappeler que notre premier enjeu aujourd'hui, c'est de rendre lisible et visible ce que fait l'économie sociale et solidaire. Et donc je vais vous répondre sur l'agrément ESUS. Travaillons d'abord à le rendre lisible et visible. Et si aujourd'hui, en l'état, on estime qu'il n'est pas assez bien organisé et qu'il gêne sa lisibilité, sa visibilité, oui, mais premier objectif, c'est lisibilité, visibilité. Et en ça, vous êtes parfaitement d'accord a priori avec ce que dit Maxime Baduel, donc vous allez bien travailler ensemble. C'est la première fois, Damien Baldin, qu'il y a plusieurs candidats à la tête de ESS France. L'élection aura lieu lors d'un conseil d'administration le 10 avril. Si vous êtes élu, votre mandat débutera lors de l'Assemblée générale du 12 juin. Quelle sera votre première décision? Quelle sera notre première décision, puisqu'il y aura aussi un nouveau conseil d'administration. Et je crois, tout à l'heure, vous avoir répondu sur la question de la coprésidence. Merci beaucoup, Damien Baldin, Merci, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation La France s'engage. Vous êtes candidat à la présidence de ESS France. Et on verra ce que donne le résultat du scrutin. Donc on se donne rendez-vous pour le 10 avril.